J'enregistre rien du tout avec mon PC. Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics, ou pas du tout. Vous commencez à connaître le principe si vous suivez régulièrement nos podcasts. Si vous ne le faites pas, n'oubliez pas de vous abonner à nos flux podcasts et à notre chaîne YouTube. Je suis Comics Grincheux, nous sommes les comics.fr, et ce soir, pour m'accompagner, afin de débriefer le comics Kill or Be Killed, j'ai à mes côtés un représentant de la Belgique, ce bon vieux MC Twip. Comment tu vas, mon cher MC? Yes, wesh mes comicsophiles. Bah écoute, ça va très bien, comics, j'allais dire brincheux, mais non, Oui, je brinche beaucoup. C'est ça, c'est grincheux. Putain, ça manque bien. de respect au rédac chef direct, quoi. Directement, je taille, et je pense que c'est ce que je vais faire cette soirée. Ouais, je crois que tu es sur une ambiance taillage. Ouais, ça va être drôle. Je pense qu'on va te tailler la gueule aussi avec notre second participant. C'est ce cher Guinlange. Comment tu vas, Guinlange? Bah écoutez, ça va et vous? Bah ça va, tranquillement. Confiné, Ouais, je crois que c'est pareil en Belgique. Comme non tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, on est tous confinés, on en profite, on fait du podcast. On va divertir les gens. Et donc ce soir, on va parler de Kill or Be Killed, un comics de Ed Brubaker, Sean Phillips et Elizabeth Brettweiser à la colorisation. Mais tout d'abord, avant de parler plus précisément du comics, on va faire un petit résumé évidemment, et c'est donc Twip qui va s'y coller. Vas-y Twip, explique-nous de quoi donc est-ce que ça parle, Kill or Be Killed. Kill or Be Killed, c'est un comics de 2018, si je me trompe pas déjà pour commencer. Du moins sorti en VF en 2018. On va suivre les aventures de Dylan. C'est un jeune étudiant en fait qui est pas très bien dans sa peau. Il est un peu dépressif, même beaucoup dépressif parce que il a fait plusieurs tentatives de suicide. Et là, il est bien décidé à mourir parce qu'il se jette d'un toit. Et ben en fait, ça va pas marcher, il va pas mourir. Mais en rentrant chez lui le soir, il y a un démon qui va lui apparaître et qui va c'est même pas proposer un marché, en fait, je pense qu'il va être complètement obligé de le suivre. Le démon lui demande de tuer un salopard, donc vraiment une crapule par mois, sinon c'est lui qui va mourir, et il a pas trop envie de mourir pour finir, donc il va devoir commencer à le faire. Et ça, c'est ça. Ça, c'est le début du comics. Ah ouais, c'est exactement ça, tout à fait. T'as suffisamment bien résumé le début. On suit un jeune étudiant, Dylan, qui va se voir forcé de passer un contrat avec un démon, une espèce de mythe faustien revisité à la sauce criminelle. Donc, en effet, c'est tout à fait ça. Donc, on l'a dit, Kill or Be Killed, c'est un comics de Ed Brubaker et Sean Phillips. Alors maintenant, c'est un duo. Ed Brubaker, je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui. N'importe quel lecteur ou lectrice de comics le connaît. Il a été propulsé sur le devant de la scène grâce à son run sur Captain America, où il a créé le personnage, enfin en tout cas il a fait revenir le personnage de Bucky Barnes sous l'identité du soldat de l'hiver. Aujourd'hui le soldat de l'hiver on le connaît bien grâce au MCU et à la série Falcon and the Winter Soldier, ou Falcon et le soldat de l'hiver. Oui, il y en a un qui est traduit et pas l'autre. Pourquoi je ne sais pas, ne me demandez pas, bref. Et donc après, Brubaker est très rapidement en fait a quitté Marvel et est passé en indépendant. Enfin, il a commencé vraiment à se faire une grosse réputation et notamment un gros travail avec Sean Phillips. Ensemble, ils ont bossé sur la saga Criminal, sur laquelle on reviendra très certainement dans un prochain épisode de Indispensable. Il a bossé avec Steve Epting, également son partenaire de Captain America, sur la série Velvet. Et avec Sean Phillips, il est revenu pour bosser donc sur ma série préférée du duo, sur laquelle on reviendra aussi certainement dans un autre épisode, la série Fatal. Et donc voilà, c'est un duo très iconique. Vraiment, ils se sont fait une réputation en or massif, j'ai envie de dire, dans le milieu du comics indépendant et notamment dans le milieu du polar. Et Kill or Be Killed, c'est leur... Ouais. Le trio vas-y. Aussi, je te coupe, le trio aussi, moi je l'ai pas lu, mais à ce qui paraît, c'est vraiment terrible, c'est fondu au noir. Donc toujours dans l'esprit polar, le trio, Ouais, ça c'est le trio excellent, c'est magique. vraiment un roman noir, quoi. C'est vraiment très très bien. Ouais, c'est un roman noir. Je crois que Fondu au noir c'était inspiré par un scénario du père de Ed Brubaker qu'il avait réadapté du coup en comics alors qu'il était destiné de prime abord au cinéma, il me semble. Ok.
Voilà. Oui, merci en effet de la précision. J'avais complètement oublié Fondu au Noir qui s'intercale entre Fatal et Kill or Be Killed, qui est donc l'espèce de chaînon manquant entre les deux. Et Kill or Be Killed, alors c'est une série qui se passe à notre époque, à l'heure actuelle, et qui va donc chercher à examiner un peu sous le prisme de ce mec Dylan qui fait un pacte avec un démon, un peu l'état de notre société actuelle. Alors j'aimerais avoir votre avis à chacun du coup sur déjà ce que vous pensez du duo et puis ensuite ce que vous pensez du comics. On va commencer par toi Guinlange comme t'as pas encore beaucoup parlé. Ok, alors le duo, je l'ai découvert avec Kill or Be Killed, du coup. Et c'était Sean Phillips qui était passé chez Pulp, je crois que c'était à Paris. Et du coup, je voulais y aller, j'ai pas pu y aller. Ils m'ont envoyé le comics dédicacé. Et j'ai pris une grosse claque. Vraiment, c'était incroyable. Et suite à ça, j'ai attaqué sur Criminal. J'ai lu tous les Criminals et c'était vraiment exceptionnel. Et puis après, j'ai fait Velvet, qui était super. Et c'est vraiment un duo qui me tient à cœur, parce que moi qui adore le polar, j'adore 100 Bullets, par exemple. J'ai vraiment kiffé vraiment tout ce qu'ils ont fait pour l'instant, sauf Incognito, j'ai un peu moins aimé. Et Kill or Be Killed, c'est vraiment un gros coup de cœur, comme je vais pouvoir le dire toute la soirée. et toi, Twip? Oui, moi je les connaissais indépendamment. Maintenant, eux deux, je les avais lus sur Velvet, qui est un super comics. Franchement, je recommande à tout le monde cette lecture, tellement c'est génial de lire les histoires d'une femme forte comme ça dans les années 50, 60. Et puis, oui, voilà, Kill or Be Killed, sinon je serais pas là, je l'ai lu aussi. Je ferai la petite dédicace que j'ai envie de faire un petit peu après, je pense, mais ouais, voilà. Moi, c'est par ce biais-là. Maintenant, Brubaker tout seul, effectivement, sur Daredevil et sur, bien évidemment, la meilleure série de Captain America qu'on peut lire. Donc voilà, oui, je les connaissais avant ça. Ouais. Ok, et du coup, Kill or Be Killed, tu disais tout à l'heure que tu allais faire la caution un peu râleuse, grincheuse de la soirée, tu vas prendre ma place. Est-ce que tu peux détailler un petit peu sans spoiler? Ouais, voilà. Enfin, moi, avant, je faisais partie du collectif comicsprime.be. D'ailleurs, c'était ça la dédicace, c'était à eux que je faisais un petit big up, un petit SO Comics Prime qui vient de changer de nom, si je peux me permettre la publicité. Ils viennent de changer de nom, il s'appelle maintenant Gamin de Nerd, qui est très bien trouvé, je trouve, et qui va très bien avec la Belgique. Et j'avais eu le SP justement du premier tome de Kill or Be Killed. Et j'ai fait l'article de ce comics et je l'avais pas très bien noté en fait. Je l'avais noté plus ou moins 2,8 sur 5. On en parlera après, mais moi j'avais pas accroché et je voyais pas où il voulait en venir. Et je m'étais dit il va falloir plein de tomes pour que qu'on sache où il veut aller. Et après en fait j'ai un de mes collègues justement de Comics Prime qui a fait la review du tome 2, du tome 3 et il mettait un 4 sur 5 et puis il a mis quasiment la note maximale pour le troisième tome. Et je me suis dit ah ouais quand même le gars il voit quand même des trucs que moi j'ai pas vu du tout. Et donc j'ai lu les 3 autres tomes mais bien en retard quoi. Mais j'ai lu jusqu'au bout pour voir vraiment où il voulait aller. Maintenant voilà, on va en discuter. Et t'as lu les 3 tomes, le 2, 3, 4 d'affilée du coup? Presque en fait, je le prenais, je le chopais. Tiens un peu quand t'as pas trop de nouveautés et que tu sais l'acheter quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, je les ai enchaînés, je les ai enchaînés sur 3 mois. Je pense qu'une fois par mois, je me prenais un tome et je les ai enchaînés quoi. Ouais, parce que pour moi qui les ai lus chacun à la sortie, et là j'ai relu les 4 d'affilée pour le podcast, tu le savres pas de la même façon. J'ai pas la même vision de l'œuvre, tu vois. En fait, en attendant les tomes, tu voyais autre chose. Ouais, clairement, et tu vois beaucoup de motifs différents en lisant tout affilé, tu comprends un peu mieux la narration qu'il a voulu faire, on va pouvoir en parler un peu plus tard. Ça change pas mal. Eh ben merci tout toi. Du coup, Guinlange, c'est un gros coup de cœur la série, c'est ça? Ouais, clairement. C'est dans mon top 3, franchement, avec Saga, dédicace à Benoît. Ah, dédicace à notre Captain Talbot.
Big up mon captain, on t'aime, même si t'aimes pas Saga. Ok, bah du coup moi, Killer Be Killed. Alors Brubaker et Sean Phillips, je crois que j'avais rien lu d'eux avant, mais alors c'est embrouillé dans ma mémoire de Poisson Rouge. Mais je crois que c'est après en fait où j'ai commencé vraiment à plonger dans ce qu'ils ont fait. Donc j'avais lu le Captain America, le run qu'il a fait Ed Brubaker sur le perso. Alors j'ai pas été jusqu'au bout, je l'ai toujours pas fini ce run-là. Faudra que, enfin un jour je le finirai parce qu'on fera certainement aussi un indispensable dessus évidemment. Mais j'avais kiffé. J'aimais bien l'ambiance très sombre, très espionnage, qui revenait un peu sur des vibes récits paranoïaques des années 70. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la fiction. Et donc après j'avais lu Velvet. Et j'avais kiffé Velvet. C'est hyper court, c'est racé, ça va droit au but. C'est vraiment, j'avais trouvé ça extraordinaire. C'était assez impressionnant à ce niveau-là. Et donc après j'avais découvert Killer Be Killed. Donc moi je les avais lus en VO. Pour le coup, j'avais lu les premiers numéros, je crois que j'avais dû lire les 3 ou 4 premiers numéros, puis après je m'étais réservé pour la VF, pour acheter chez Delcourt. À l'époque, je ne recevais pas de SP encore, donc de service presse pour nos auditeurs et nos auditrices, donc des exemplaires qui nous sont envoyés par les éditeurs. Et donc, j'avais pas encore reçu ça à l'époque, mais j'avais kiffé, je m'étais pris une belle tarte dans la tête pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir après. Mais notamment pour la narration dans un premier temps, parce que j'aimais bien les jeux que faisait Brubaker avec la narration, c'est-à-dire qu'il jouait énormément avec nous, avec notre perception des choses, et je trouvais ça vraiment très très cool. Et puis il y avait plein de motifs que j'aimais bien, le côté social, donc vraiment très polar noir, comme un polar noir se doit d'être, c'est-à-dire social, violent, vraiment avec des personnages qui sont torturés, mais pas pour le plaisir de les torturer, quoi. C'est vraiment, il y a une construction psychologique derrière, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et enfin voilà, il y avait pas beaucoup d'action. C'est vrai que c'est une série qui a un rythme assez lent, mais quand il y a des moments d'action, ça pète vraiment. C'est vraiment des grosses explosions qu'on a donc on se prend dans la figure. Et ça, j'avais trouvé ça cool. Alors après, j'ai lu plus de travaux du coup de Brubaker et Phillips. Alors j'aime toujours plus Killer Be Killed que Criminal, mais j'aime toujours moins, même en relisant là pour la 4e fois la série Killer Be Killed, que Fatal. Fatal, c'est une série que je surkiffe vraiment de ouf. Je crois que c'est vraiment ma série préférée du duo. Mais on reviendra dessus dans un épisode dédié. Ils vont bientôt la sortir en intégrale, je crois, non ? Yes, exactement. Ils vont la sortir en juillet, je crois, en intégrale chez Delcourt. Et ça, il faut se jeter dessus parce que vraiment, cette série est magistrale. Je pense que j'avais lu le premier en VO. Ça part sur de la sorcellerie, non ? Ou un truc comme ça, Okay. C'est ça, c'est une revisite du motif de la femme fatale sous l'angle du coup à la fois de la sorcellerie, du polar noir. C'est vraiment un mix entre les deux et ça revisite ça. J'ai envie de dire que ça déconstruit la figure de la femme fatale. Je pense qu'on va tout de suite du coup passer à la partie spoiler. Donc évidemment, comme dans chaque émission, le petit warning. Si vous n'avez pas lu Killer Be Killed, barrez-vous, parce que sinon vous allez vous faire spoiler et il y a quand même pas mal de choses à spoiler dans Killer Be Killed. On a oublié de le préciser, mais c'est une série qui est en 4 tomes, qui contient 20 numéros, donc elle est assez courte au final, assez réduite, mais il se passe quand même beaucoup de choses dans ces 20 numéros. Il y a beaucoup de twists, il y a beaucoup de retournements de situation, de cliffhanger, enfin vraiment c'est un récit qui est assez dense quand même. Donc voilà, si vous n'avez pas lu la série et que vous avez envie de vous préserver, fuyez, comme dirait Gandalf, mais sinon vous pouvez rester avec nous. Nous ne mordons pas et nous vous accompagnerons avec plaisir. Donc pour cette partie avec spoiler, on va commencer avec vraiment le b.a.-ba, j'ai envie de dire, de la série, ce qui saute aux yeux finalement quand on lit les premiers chapitres et qui va continuer pendant pendant les 4 tomes. Killer Be Killed, c'est avant tout un récit qui réutilise la figure assez classique du vigilante, le justicier masqué, donc une figure qu'on connaît assez bien dans le comics. Alors je parle de figure masquée, mais finalement on pourrait dire justicier un peu expéditif aussi, pas forcément masqué comme le Punisher par exemple. Est-ce qu'à votre avis, Killer Be Killed, c'est un récit intéressant du point de vue vraiment, si on s'arrête juste sur la figure justement du justicier en quête de justice et qui s'accapare des moyens violents et expéditifs pour arriver à ses fins? Pour moi, c'est vraiment pas le cœur de la série, tu vois, c'est un moyen pour arriver à une des réflexions de la série, mais c'est vraiment pas le cœur du sujet à proprement parler, tu vois. Même s'il le questionne intelligemment, tu vois, que tout est gris, il n'y a rien de manichéen,
mais c'est vraiment pas le cœur du sujet, la figure du vigilante. Moi, je suis d'accord avec toi aussi. C'est pas du tout le sujet. Ouais, d'accord, ça fait un peu Punisher, mais avec un masque pour le coup. Mais sinon, non, c'est un prétexte. En fait. Ok, c'est un prétexte du coup qui est quand même assez, j'ai envie de dire assez élégant et assez sophistiqué dans la série. Enfin, il a au niveau du travail que fait Sean Phillips dans le dessin et puis au niveau de la colorisation, il y a quand même une forme d'iconisation. Moi, je me souviens des images promotionnelles qu'ils avaient mis en place, qui étaient juste avec du coup ce mec avec son masque de ski puis sa capuche spéciale dédicace Fatal Bazooka Futaka Ghoul. C'est ça. Et enfin, j'avais trouvé ça quand même intéressant. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est finalement juste un prétexte, un moyen pour parler finalement d'autres choses en fait. Ouais, parce que c'est pas que la plupart du temps il tombe par hasard sur des gars à tuer. En fait, c'est même pas que, enfin, il cherche un peu, mais ça vient à lui quoi. En fait, c'est même pas. Je vais vraiment mener vraiment l'enquête. Enfin, du moins au début. Exactement. Sur des gars, quoi, tu vois, c'est plutôt ça vient à lui sans qu'il ait rien demandé, quoi. C'est pas celui qui va rôder dans la rue à la recherche d'un criminel, il va plutôt faire une enquête, se renseigner sur lui. Pas comme Travis Bickle, même si ça ressemble un peu à Taxi Driver dans la forme. C'est autre chose, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, finalement, il a pas de. Il a ce qu'on appelle un pattern, quoi. Il a un cheminement qui se dessine au fur et à mesure. Même si dans un premier temps, ça paraît un peu random. Dans le sens où voilà, ce démon vient le visiter et donc lui dit tous les mois tu dois me faire une espèce d'offrande, en fait, tu dois me donner une vie. Alors la vie d'un pourri ou la vie d'un mec lambda, je crois pas. Dans ma relecture, il me semble pas qu'il précise le démon si ça doit être un criminel ou si ça doit être quelqu'un de lambda. Si, il le dit tout de suite, ouais. Il le dit tout de suite. Je ouais. ne sais plus. Il dit un méchant de mémoire parce que je l'ai relu il y a 2 jours. Ok. Voilà. Ok. Bah, mais du coup, c'est finalement. J'aime bien comment ça progresse en fait, dans le sens où voilà, on a ce Dylan qui, dans un premier temps, il va vraiment de manière random. C'est-à-dire que ça va être des types. Bon, il a entendu des petits trucs par-ci par-là sur ces mecs-là. Et finalement, au fur et à mesure, il y a une espèce de montée en progression dans sa quête de justice, en fait, où il va s'attaquer à des. Il va toujours s'attaquer à des criminels. C'est ça qui est un peu paradoxal parce que quand on entend donc la narration en fait dans Kill or Be Killed est faite de sorte qu'on est vraiment plongé dans la tête de Dylan, c'est-à-dire qu'il est en train de commenter chacune de ses actions. Et je me souviens d'un truc au début de la série où il dit que voilà, enfin, à un moment donné, les criminels c'est bien, mais il faut s'en prendre vraiment aux gros pourris de ce monde, c'est-à-dire les politiciens, les banquiers, tous ces trucs-là. Mais en fait, il va jamais s'attaquer à eux. Il va toujours rester sur cette ligne du criminel. Donc, il va attaquer des pédophiles, il va attaquer des macros. Il va attaquer tout un gang de Russes au final. Mais il y a quand même un pattern qui se dessine derrière, où il a vraiment ce sens où il veut attaquer des criminels, mais pour aider en fait les gens à améliorer leur quotidien, ne serait-ce qu'un minimum, quoi. C'est ça, et puis quand il veut aller au-dessus, parce qu'à un moment il veut attaquer un lobbyiste, ça va foirer. Et il revient toujours finalement à quelque chose de plus simple, de plus accessible, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme s'il choisissait finalement la solution de facilité, comme ce qui est un peu un des discours que tient la série finalement là-dessus, mais du coup je trouve que c'est intéressant en fait comment le prisme du vigilante est abordé en fait en disant que bah voilà le vigilante s'attaque finalement que aux criminels de base, parce que c'est peut-être les plus simples à attaquer, et que pour éponger le système des vrais truands, il faut être un peu plus armé et être à un autre degré de complexité et de niveau en fait d'agissement. Là, ça montre un peu l'impuissance finalement du citoyen lambda, tu vois, face à tout ça, même s'il se rebelle contre ça, il peut pas y faire grand chose de sa place, quoi. Finalement, c'était quand même un récit assez très réaliste en fait, très brut de décoffrage. C'est un truc que j'aime bien. Toi, Twip, le côté justement brutal, je sais, enfin du coup j'ai lu la critique que tu avais fait du premier tome et tu disais que quand il n'y avait pas beaucoup d'action finalement dans le premier tome. Est-ce que c'est quelque chose au fur et à mesure de ta lecture qui a quand même évolué comme regard? Non, en fait, l'aspect graphique, c'est vraiment le gros point positif en fait pour moi en tout cas de ces 4 tomes de Kill or Be Killed, parce il met vraiment la violence. Là, du coup, c'est souvent des coups de feu, donc c'est quand même assez bien foutu. En plus, il neige assez souvent, donc il joue avec ça aussi.
Graphiquement, rien à dire sur la violence du titre. Après, ouais, en fait, il revient souvent sur les mêmes histoires. On va sûrement en reparler après, mais en fait, ouais, on revient souvent aux mêmes images, en fait, du même gars qui se fait tuer. Donc, une fois, Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il tue un gars dans les toilettes. Bon, après, c'est souvent dans un couloir d'appart où c'est tout le temps toujours plus ou moins le même gars, tu vois. Donc, ouais, c'était pas. Ça aussi, c'est un prétexte parce que, bon, c'est sûr et certain, on va en parler. La narration, c'est ça qui fait quand même le comics, quoi, tu vois. C'est, à la limite, après un moment, tu t'attends plus trop à de l'action ou à de la violence. T'attends vraiment le déroulé de l'histoire comme il la raconte, en fait. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu à un moment. Bah, l'action, quelque part, il y en a très peu et après un moment, tu l'attends même plus, quoi. Voilà. Rien à rajouter sur la violence du titre, à part que, comme tu dis, elle est très juste, elle est très réelle, tu vois, elle est très brute. Et comme Mm. dit MC, finalement c'est répétitif, puisque finalement la violence, elle a rien d'explosif, rien de surprenant à chaque fois, quoi. C'est une balle dans la tête, il y a du sang, on passe à autre chose, quoi. ouais, ouais, elle me fait penser à des jeux vidéo qui peuvent justement représenter la violence de cette manière très, très crue, très brutale, très, très frontale. Enfin, je Ouais, pas pense faux. à Hotline Miami par exemple qui a un peu ce truc-là de représenter la violence de manière très, très frontale et brutale. C'est-à-dire voilà, tu mets une balle, tu butes le mec, tu passes à autre chose et puis espèce de cercle vicieux de la violence dans laquelle tu t'enfonces. Il y a un peu ce truc-là. Un peu à la Ouais, un peu. Tarantino, en fait. Ou à la Hmm. limite, tu vois pas que le gars, il est en train de lui tirer une balle au riot gun dans la tête, mais tu vois, en fait, le héros, en fait, en train de le shooter, quoi, tu vois. Ouais, mais je trouve Euh, ça même encore moins pop, moins glamourisé que dans un Tarantino, tu vois. Là, c'est vraiment, c'est crade au possible, tu vois. C'est, Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même plus brut parce que chez Tarantino, il y a quand même cette espèce de glamourisation de la violence, quoi. C'est toujours hyper esthétique, hyper esthétisante, alors que là, c'est ouais. très, enfin, un coup de poing dans la tête, quoi. Enfin, mais ouais, je comprends. Bah, et du coup, enfin, c'est vrai tu disais, Twip, on voit souvent la même scène qui se déroule en fait. C'est vrai il y a une narration qui est assez fragmentée en fait dans Kill or Be Killed. Enfin, déjà dès le premier numéro, en fait, je crois on n'arrête pas de faire des allers-retours en fait dans le flashback, en flashback, pour que Dylan arrive à trouver le bon point de départ en fait pour nous raconter son histoire, parce que enfin voilà, l'histoire c'est Dylan qui nous la raconte, sauf à certains moments sur lesquels on va revenir après. Mais c'est vraiment Dylan est le personnage principal de cette histoire. Comment dire, il incarne cette histoire-là avec tout ce que ça va entraîner, puisqu'il souffre de maladie mentale. Et voilà, on a ce début dans ce premier numéro, ce premier chapitre où c'est vraiment très fragmenté. On ne sait pas trop sur quel pied danser finalement parce qu'il arrête pas de nous mettre à un rebours. On commence avec cette espèce de grosse scène d'action dans un hôtel où on apprendra après que c'est un hôtel géré par le gang russe auquel il va s'attaquer, qui accueille donc enfin qui accueille des prostituées, on va dire ça comme ça, à défaut d'un autre terme. Et j'aime bien cette captation que nous font Andrew Baker et Phillips, c'est-à-dire que ça commence par une grosse scène d'action qui tâche, parce qu'il y a quand même beaucoup d'explosions de sang à ce moment-là. Enfin, donc Dylan, voilà, il a sa cagoule rouge, son sweat, donc sa capuche noire, il a son fusil à pompe. Donc vraiment, quand il tire, on a de l'impact. Il y a une grosse giclure de sang, le corps s'effondre, c'est très net, c'est très précis. Et donc j'aime bien comment il nous capte avec ça pour ensuite nous ramener en arrière au fur et à mesure jusqu'au moment justement de la tentative de suicide de Dylan. Donc cette narration-là est vraiment fragmentée. On va revenir à plusieurs moments sur ce passage dans l'hôtel. Et j'aimerais bien voir, enfin, Twip, t'as commencé un peu à le donner, toi, ton avis sur la narration. Du coup, Guinlange, je sais pas ce que t'en as pensé. Est-ce que ça t'a perturbé? Parce que tu disais, ça t'a donné une autre perspective d'avoir lu tome par tome avec des écarts et d'avoir lu tout d'un coup. Est-ce que du coup, ça t'a perturbé à un moment ou à un autre ou quelque Non, chose? disons que ça m'a pas perturbé, mais j'ai encore plus compris ce qu'il essayait de faire. Quand tu lis tout d'un coup, les quatre d'affilée, tu ressens vraiment un malaise profond, quoi, par rapport à tout ce que te dit Dylan. Et aussi une lassitude, puisqu'il y a des bons en avant, des bons en arrière. Il s'excuse tout le temps. Ah, ben je vais revenir là-dessus.
on va revoir plusieurs fois la même chose, et ça montre vraiment le trouble mental de Dylan qui est accentué à mort avec son monologue intérieur, un peu à la Travis Bickle dans Taxi Driver ou dans Carnet de Gaspard Noé. Ça montre vraiment le trouble mental qu'il a et à quel point il est perdu, quoi. C'est vraiment une narration qui est labyrinthique et en même temps très drôle, parce que Brubaker va jouer avec nous constamment. C'est la première fois, tu me le disais en off, qu'il s'amuse autant avec la narration, quoi. Et ça fait vraiment plaisir, quoi, parce que tu es tout le temps surpris, tu sais pas sur quel pied danser, constamment, du premier au dernier numéro. Et du coup, Twip. Non, moi j'aime bien ce genre de narration, j'aime bien quand le héros raconte, en fait, je suis un lecteur de Spider-Man, donc c'est un peu le fond de commerce de Spidey. C'est vraiment un des points forts aussi, je trouve, là, vraiment la narration, et le fait qu'il parle comme ça et qu'on le suive ainsi, comme il disait, voilà, Raph, ici, c'est décousu, on comprend bien que le gars n'est pas bien, et c'est ça qui m'a dérangé en lisant le premier tome, en fait, c'est que tu te poses des questions sur ce qu'il va vouloir faire, et tu te dis, c'est trop simple, c'est un truc à la con, quoi, tu vois. Et c'est ça qui m'a dérangé, je me suis fait 2-3 petites questions mentales, et je me suis dit, en fait, c'est vraiment, ça va se terminer d'une façon vraiment bidon, quoi. Et après, est-ce que c'est le cas ou pas? Je sais pas. Je sais pas, on va en discuter. C'est Ouais, ça. Et puis tu vois que Brubaker, il a quand même conçu ça, c'est hyper maîtrisé. En fait, dans la série, on se pose tout le temps la question, est-ce qu'il voit un démon ou est-ce que c'est un trouble mental, quoi? C'est une question qui va être un peu obsédante pendant les 4 volumes. Et le tome 1, 2 et 3, finalement, ils se terminent de la même façon à chaque fois. Ils vont nous montrer la page avec le démon. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et à chaque fois, on se repose la question, est-ce qu'il le voit vraiment? Est-ce un trouble mental? Et c'est pas évolutif, en fait. Finalement, le tome 1, 2 et 3, à la fin, c'est le même cliffhanger à chaque fois. Pour montrer à quel point il est perdu, quoi. Et c'est ça qui fonctionne très bien. Ouais, et puis, enfin, moi, ce que j'aime bien dans la série, justement, c'est... donc c'est vrai que, enfin, ce que je disais pendant la préparation, c'est que c'est la première fois que Brubaker joue avec nous, en fait, dans sa narration. C'est la première fois que il utilise son personnage principal pour narrer l'histoire et en même temps pour jouer avec nous. Donc, enfin, on l'a dit dans le premier chapitre, il fait beaucoup d'allers-retours en arrière jusqu'à trouver le bon point de départ pour nous expliquer quelle est la série. Donc, qui finalement, en fait, la première apparition du démon, puisque c'est de là finalement que tout part. Et c'est vrai qu'il y a ce motif récurrent du démon où on se pose cette question à partir du moment en fait où on comprend que Dylan a des troubles mentaux, ce qui n'arrive pas tout de suite, mais on le comprend au fur et à mesure en fait de la lecture. Mais à partir de ce moment-là, on se demande, mais est-ce que ce démon, il le voit? Est-ce que ce démon est réel? S'il est réel, c'est quoi son pouvoir d'action, enfin son véritable impact sur le monde? Et est-ce que c'est pas Dylan qui s'est construit en fait un délire complet pour se justifier ses envies de justice et ses envies de justice expéditive en fait? Il y a vraiment toute une réflexion qui est intéressante là-dessus et qui à mon avis redynamise le thème du vigilante qu'on a abordé tout à l'heure, mais qui le fait avec une narration qui est vraiment très décousue. Pendant les 3 premiers tomes, vraiment, on va revenir sans arrêt sur cette séquence qui, à mon avis, en fait, l'apogée un peu de la carrière de Dylan. C'est-à-dire que quand il va dans ce bordel des Russes, c'est vraiment le moment où il va déglinguer le plus de mecs et où il va se mettre aussi à dos le plus de mecs possible. C'est là où il devient vraiment une star. Et c'est vraiment le motif récurrent avec l'image du démon. Et donc c'est assez intéressant. Puis j'aime bien les pétages de 4e mur que fait Brubaker aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, Dylan est toujours en train de s'adresser à nous directement dans ces petites cases en fait. Et du coup, je trouve que ça crée encore plus un déséquilibre. Ça m'a un peu fait penser à, c'est de manière assez classique finalement à Fight Club, parce que dans Fight Club c'est pareil, le narrateur s'adresse toujours à nous pour nous demander si on a bien vu la même chose que lui. Ça m'a fait penser à Mr. Robot aussi. Mais je crois que Mr. Robot est postérieur à Killer Be Kid, donc je pense que je ne sais pas laquelle a puisé son inspiration dans l'autre, mais donc c'est finalement assez intéressant, ces cassages de 4e mur, ils construisent vraiment ce récit et c'est nos interrogations sur le délire qui est en train de vivre ou non Dylan. Ouais, c'est ça, puis ça reste très ludique aussi, jusqu'au dernier chapitre, qui est lui est le plus surprenant possible quoi dans sa narration. Ouais, parce que le dernier chapitre prend vraiment des tours et des détours. Du coup, dans le dernier chapitre, Dylan se fait tirer dessus.
Et pendant un temps, on croit que Dylan a survécu, jusqu'à à nouveau qu'on se rende compte qu'en fait Dylan s'est un peu foutu de notre gueule, et qu'en fait non, il est mort quoi. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors on reviendra plus en détail sur la fin après, parce qu'il y a pas mal de choses, je pense, à expliquer sur la fin. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Le quatrième tome, je trouve, le dernier arc, on a l'impression il est plus linéaire que les autres. Pendant vraiment jusqu'au dernier chapitre, il est vraiment très linéaire. Enfin, tout suit à peu près en calage, à part quelques retours en arrière à certains moments, mais qui sont finalement assez peu fréquents. Et Oui, il y a vraiment dès qu'il est enfermé dans l'hôpital, ça devient beaucoup plus linéaire. Ouais, c'est pour ça que c'est mon arc, c'est l'arc que j'aime le moins dans la série. Mais c'est intéressant parce qu'il attend vraiment ce dernier chapitre pour nous. On a l'impression que on s'est habitué à ce que le récit soit linéaire, puis on a envie que le personnage s'en sorte, évidemment. Enfin, Dylan, on s'est quand même attaché à lui pour des raisons qu'on va évoquer juste après. Mais du coup, au dernier moment, il rejoue encore une fois avec nous sur la narration pour vraiment, une fois de plus, j'ai envie de dire, un peu se foutre de nous, quoi. Mais c'est intéressant, vraiment, j'aime bien les exercices de style. Je lisais quelques critiques de reviewers américains qui disaient que ils avaient eu l'impression que c'était trop classique pour du Brubaker et Phillips, que ça ressemblait trop à ce qu'ils avaient fait précédemment. Je suis pas forcément d'accord. Je trouve justement que cette narration est assez intéressante. Finalement, je pense on est tous les trois d'accord là-dessus, quoi. Ouais, pour moi, c'est même un des trucs les moins classiques qu'ils ont fait, tu vois. C'est dans la narration, ce qu'il y a de plus osé par rapport à Fondu au noir, où c'est vraiment très classique, ou même Criminal. Je vois pas le classicisme dans l'œuvre, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, après, moi, je trouve que justement la fin et le dernier tome, je pense on dirait qu'il a claqué toutes ses idées, quoi. En fait, il a dit, bah, je vais tout mettre, et tant pis, voilà, je vais au bout du délire, mais j'épuise toutes mes ficelles. C'est bien foutu parce que ça te fait encore réfléchir, tu vois, surtout la dernière page, on va en parler après, mais ouais, j'ai trouvé ça quand même facile, quoi. Ok, c'est quoi que t'as trouvé facile en fait, précisément? Et l'idée qu'il soit mort et qu'il nous explique quand même l'histoire, ça, à la limite, c'est plus ou moins encore sympa. Qu'il écrive ça, enfin, qu'il nous parle de, soi-disant, de l'au-delà, je me suis dit, putain, non, je trouve pas ça bon, quoi, en fait. C'est la toute fin avec Kira, oui, euh, ça ça résume, en fait, et ça explique quelque part l'histoire du démon des quatre, de toute l'histoire. On en reparlera peut-être aussi après, mais euh, avec Kira, cette fin-là, je dis oui parce que ça explique, ça débloque pas mal de choses sur le démon, quoi, tu vois. Ah, Ouais, c'est marrant, je trouve pas, moi. Ouais, je trouve pas du tout. Moi, je trouve que, tu vois, ça m'a encore plus perdu jusqu'à me dire que le démon, c'est plus métaphorique qu'autre chose, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour moi, le démon, c'est une métaphore, donc. Ouais, voilà. Enfin, pour moi, la dernière page, simplement pour dire qu'en fait, c'est le démon qui peut y avoir en chacun de nous, quoi, tu vois. Ah oui, ok, oui. C'est il a jamais vraiment existé et que quelque part, voilà, enfin toute l'histoire s'écroule vu que lui est soi-disant en train de raconter l'histoire de l'au-delà. Donc Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que parler de l'au-delà, quand il dit oh, il y a des règles, je suis en train de les briser, c'était peut-être un peu stérile, tu vois, de faire ça. Mais bon. C'est too much, surtout en fait. Je Ouais, trouve que c'est voilà. le passage où il y a plusieurs moments là quand je l'ai relu du coup où je me suis dit ouais bon. En fait, je trouve que des fois Brubaker souligne un peu trop que Dylan perd pied avec la réalité, que Dylan est en train de jouer avec nous. Des fois, je trouve que c'est un peu il force un peu le trait. Certains dialogues sont pas forcément toujours très justes, très bien calés. Et oui, en effet, le passage où justement, enfin, on le voit de l'au-delà et puis qu'on s'éloigne de la Terre. Enfin, oui, j'ai trouvé ça un peu con. C'était pas. On va dire que comparé à la finesse du reste, c'est pas le moment le plus subtil du monde, loin de là. J'aurais préféré qu'on cale directement sur Kira en fait, et qu'il y ait un enchaînement direct sur Kira qui nous raconte la fin de l'histoire. Ça m'aurait plus intéressé en fait. Après, ça m'a fait rire qu'il dit on n'est pas dans la Pixar, parce que Saul n'était pas encore sorti à ce moment-là, je crois. Ça m'a fait rire là-dessus. J'aimerais bien avoir l'avis de Brubaker sur Saul. Ouais.
Mais ouais, du coup, non, je suis assez d'accord. Mais je trouve que la narration donne quand même un côté assez original à ce polar-là, parce qu'on plonge vraiment dans ces maladies mentales. Alors, avant de s'attarder sur les personnages et donc de revenir un peu sur Kira, je pense qu'on va quand même s'arrêter. On parle beaucoup de maladies mentales. Donc, Kill or Be Kill, très rapidement, en fait, nous montre que Dylan souffre de maladie mentale. C'est jamais expliqué clairement quelle est cette maladie mentale. Il a des phases de déprime. Donc il a des hallucinations, puisque enfin le démon n'est qu'une hallucination finalement, un motif qu'il s'invente lui-même, une représentation de sa soif très intense de justice. Donc c'est jamais nommé clairement quel est le déséquilibre mental dont il souffre, mais il est clairement admis dans la série à un moment donné qu'il en souffre, même si la série, voilà, puisqu'elle est narrée par Dylan, forcément la série va jouer avec nous là-dessus. Et c'est encore un truc que je trouve intéressant dans la narration, justement, et qui va avec ce jeu permanent que fait Ed Brubaker sur la narration. On est plongé dans la tête de ce type qui est déséquilibré, qui souffre, vraiment parce qu'il souffre d'une maladie mentale. Et je trouve qu'Ed Brubaker arrive à rendre ça très juste, très touchant finalement. Moi j'ai trouvé le personnage de Dylan et le traitement de sa maladie vraiment très touchant, puisqu'il y a autre chose finalement au-delà de la figure du justicier masqué. Oui, c'est vrai, Ouais. puis je me souviens même plus quand est-ce qu'on évoque sa maladie. On l'évoque pas vraiment de manière frontale, c'est toujours très subtil, et c'est ça qui est intéressant. Bah, en fait, on parle beaucoup plus du fait que ce soit familial qu'autre chose, quoi. Parce qu'on on sait que son père, on sait que son demi-frère aurait eu des troubles mentaux aussi, donc c'est plus un truc héréditaire. C'est ça qui est un peu plus touchant. Encore une fois, avec le démon, tu te poses des questions. Est-ce que son père a vraiment vu ce démon-là? Est-ce qu'il est vraiment physiquement sur les livres de son père, tu vois, ou est-ce qu'il se fait est-ce qu'il se fait un film par rapport à ça aussi, tu vois? Tu te poses vraiment pas mal de questions par rapport à ce démon, qui en demeurant de l'aspect graphique du comics, pour moi, c'est vraiment le truc le plus dégueulasse que j'ai vu niveau dessin de Sean Phillips. Le démon, mais putain, mais enfin, je sais pas, c'est une ombre, quoi. C'est juste une ombre avec des yeux, quoi. Ouais, ça m'a pas choqué. Des cornes. Ah non, moi j'ai détesté ce démon déjà. Après, je viens du Spawn et de tout ça, donc Hellboy, tout ça, c'est chouette. Mais là, je me suis dit, ouais, graphiquement, c'est quand même. Ou alors c'est encore pour mieux prouver que c'est une hallucination, ou que c'est où il y a ouais, qu'il y a vraiment que lui qui le voit. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu foiré, quoi. Après, je pense que ça va mettre en parallèle avec enfin, on l'a pas expliqué, mais le père de Dylan était donc illustrateur pour donc des revues pornographiques, fantastiques, horreur, comme on pouvait en trouver beaucoup dans les années 50 et 60, 70, et après 80. Donc vraiment les récits de pulp de base, quoi. Donc ça va de pair en fait avec ça. Enfin, c'est vrai que le design n'est pas du tout sophistiqué, mais je trouve que ça va de pair finalement avec le travail que le père de Dylan faisait. Donc ça. Moi, ça m'a pas choqué personnellement. Oui, il est moche, il ressemble à rien. Enfin, ce serait un caca géant, ce serait un peu pareil, je pense. Mais fondamentalement, ça m'a pas gêné. Par contre, tu disais, Twip, que c'était héréditaire et que son père était et le père de Dylan était fou. Enfin, en tous les cas, souffrait de maladie mentale plutôt. Pardon. Je crois pas que ce soit évoqué dans la série. Dans la relecture que j'ai fait, en fait, j'ai plus l'impression que c'est Dylan qui perçoit son père comme souffrant de syndrome dépressif. Son père, il dit souvent que son père avait une tristesse dans le regard et dans les yeux, mais c'est jamais clairement explicité. Son père et son frère, enfin son demi-frère, se suicident. On est d'accord, ou oui, les deux se sont suicidés. C'est peut-être pour ça que tu rapproches les deux. Mais le frère, on sait qu'il avait des troubles. Le père, non, mais il s'est suicidé en tout cas. Oui. Ouais, le père s'est suicidé, ouais, ça c'est clair. Mais par contre, c'est jamais expliqué. La mère explique à Dylan que son frère souffrait de troubles de mentaux, et donc que ça l'a conduit à un suicide parce qu'il perdait pied avec la réalité finalement, comme Dylan est en train de le faire. Mais le père, je crois que c'est jamais évoqué finalement. J'ai l'impression que c'est plus Dylan qui se cherche une justification aux troubles mentaux qu'il peut avoir. Alors troubles mentaux qui sont en plus aggravés parce que Dylan a donc voit un médecin qui lui prescrit des cachets, sauf que Dylan à côté de ça prend de la drogue aussi. Bon, des espèces de trucs assez finalement classiques pour
encore plus qu'on comprenne que Dylan est complètement pierre-pied à la réalité. Alors finalement, c'est vrai que je crois que c'est toi qui le disais, Guy-Lange, c'est jamais clairement explicité que Dylan souffre de troubles mentaux. Alors peut-être que finalement il en souffre pas et que c'est simplement en tous les cas qu'il souffre d'un simple état dépressif et que c'est le cocktail de cachets et de drogue qu'il prend qui aggrave finalement son état et qui le fait voir des trucs, le fait halluciner, etc., etc. Donc je sais pas. C'est ça qui est assez intéressant dans la série, c'est que il nous apporte certaines réponses sur plein d'éléments, mais finalement comme on perçoit tout à travers le prisme de Dylan, on n'est jamais tellement sûr de ce qui se passe chez Dylan en fait. Ouais, exactement. Moi, j'ai pas accroché avec le personnage en lui-même, quoi, tu vois. C'est pas que je me suis pris de compassion ou d'amitié. Tu suis le personnage, mais enfin, je sais pas, j'ai pas trop. T'es quand même obligé de te prendre d'empathie pour lui, je trouve quand même. Comme t'es dans sa tête, forcément t'as de la compassion. Hein. Je sais pas, j'ai quand même eu du mal. Franchement, j'ai quand même eu du mal. C'est quand même, enfin, je sais pas, c'est un genre de loser, tu vois, un peu comme Peter Parker, mais on dirait en fait, il veut pas aller mieux ou je sais pas, enfin, je sais pas, il Et donne, il peut donne être pas agaçant, envie. ça c'est vrai qu'il peut être agaçant, mais Et je tellement pense, attachant. je pense que c'est pour ça qu'il le fait mourir, je pense. Je pense il s'est dit, ça sert à rien de garder le héros en vie et peut-être que j'ai senti directement que le gars, de toute façon, il allait quand même mourir, quoi, tu vois. Je sais pas si vous avez eu cette sensation-là ou pas, ou... Ouais, non, pas Y du a... tout, parce que moi je me suis vraiment attaché à Dylan, tu vois, durant tout le long. Et tu te reconnais forcément à un moment en lui vis-à-vis du monde qu'il trouve profondément injuste, tu peux que être d'accord avec lui, tu vois. Et d'empathie pour lui, forcément j'en ai eu pendant tout le long, un peu comme Kira. Ouais, le gars Ouais, moi, ouais, pareil. le gars qui veut se taper la copine de son pote, Ah, c'est sa copine à elle, à la base. Hein. Bah ouais, moi c'est plutôt Mason qui m'insupporte que Dylan, tu vois. Ah ouais, mais ça, j'avais envie de lui ouais, éclater la gueule après, ouais, contre le mur dès le début. Hein. Ouais, le coloc, il est casse-couille, ça c'est sûr. Ah bah, il est Mais, au-delà du casse-couille, hein. Ça Ah, déconne. c'est le seul personnage que je déteste durant tout le truc, tu vois. Ah ouais, grave, putain. Je le déteste ouais. encore plus que les Russes, je crois. Mais ouais, Ok. non, moi, Dylan, je l'apprécie plutôt pas mal, moi. Il a ce côté agaçant parce qu'en fait, il est toujours en train de chouiner, de se chercher un peu des excuses et de pas voir la réalité en face. Et en fait, avec les troubles, en tous les cas, les troubles qu'on perçoit chez lui, c'est pas étonnant, en fait. C'est pas. J'ai envie de dire qu'en quelque part, c'est pas tellement de sa faute, il est plus un produit du système, et d'un système qui te réduit un peu en charpie et qui prend pas en considération les personnes qui peuvent être très sensibles en fait. Parce que c'est peut-être juste simplement ça, Dylan est peut-être quelqu'un d'hypersensible, peut-être Ouais, quelqu'un exact. qui souffre de troubles dépressifs. Et je trouve qu'il est plus le produit d'une société qui prend jamais ça en compte, en fait, qui cherche jamais à prendre en compte ces individus. C'est ce que dit Kira en fait à la fin de la série. C'est que finalement c'est le monde qui l'a broyé et il a cherché à trouver une réponse à ce broyage qu'il était en train de subir, mais en fait enfin, le monde n'est pas fait pour lui en fait. Et je pense que de manière plus large, le monde n'est pas fait pour les gens comme ça, parce qu'en fait le monde n'a pas envie de s'adapter, la société de manière plus générale plutôt que le monde, la société n'a pas envie de s'adapter à ces gens-là, quoi, malgré les beaux discours qu'on peut entendre parfois. Le système s'en contrefou en fait, et préfère laisser ces gens-là dans un coin, ne pas les regarder jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui explose. Mais ouais, je trouvais ça, ouais, je l'aime bien moi le personnage de Dylan. Il est un peu chiant par moments, il est un peu agaçant, mais Ouais, j'arrive comme tout toujours le à m'en monde, quoi. raccrocher. Ouais, c'est ça en fait, comme tout le monde, je le trouve très réaliste dans son approche en fait. Enfin, sa vision des injustices et sa manière de régler les choses est très naïve, à la fois dans son résultat, dans sa résultante, mais aussi dans son constat, quoi. Enfin, c'était un constat que je faisais quand j'avais 15 ans, quoi. Alors, j'aurais pas pris un fusil à pompe et j'aurais pas dessoudé des mecs, mais je pense que c'est l'espèce de constat un peu anarchiste, socio-gaucho, un peu bas du front que tu peux faire quand t'es paumé dans ta vie, quoi. Et quand t'as pas toutes les clés en main pour comprendre le système et comprendre comment l'améliorer, quoi. Donc non, j'ai pas vraiment eu de problème là-dessus, en fait. Ouais, et quand tu dis que le monde l'a broyé, c'est là où, pour moi, on touche le cœur de la série. Alors oui, c'est une série sur les troubles mentaux, sur le vigilante, sur tout ce que tu veux, mais le cœur de la série, c'est vraiment une série sur le monde et un aspect hyper nihiliste qui dit que le monde, il broie les individus qui sont pas assez forts pour y vivre, quoi.
Bah, c'est un motif récurrent dans l'œuvre de Brubaker et Sean Phillips. Hein, c'est exactement le même discours en fait qu'on a dans Fatal. Donc je vous laisse, j'en dis pas plus parce que si vous l'avez pas lu en entier tous les deux, faut le découvrir et l'apprécier vraiment. Mais c'est un peu la même chose en fait qui se dit dans Fatal quoi. Et c'est un peu la même chose qui se dit finalement dans Criminal, parce que dans Criminal c'est souvent des mecs lambda en fait qui viennent un peu de la basse extraction de la société et qui parce qu'ils se sont fait marcher dessus, n'ont pas d'autre solution que de prendre des armes et de devenir des criminels en fait. Ouais, on en revient toujours au roman noir, comme aussi Stray Bullets de la femme qu'il faudra qu'on parle un jour aussi, qui est incroyable. Bah, de toute façon, c'est le motif récurrent du polar noir. Le polar noir est social à la base, donc si le polar noir n'est pas social, c'est juste un polar. Donc, du coup, je vous propose qu'on parle des autres personnages, du coup, notamment de Kira, parce que alors de Kira et de l'inspectrice Sharp, parce que tu disais qu'Inlange, c'est un peu, Killer Be Killed avant d'être au-delà d'être un récit de vigilante et un récit sur les maladies mentales, c'est aussi surtout un récit sur des personnes qui sont broyées par le système en fait, et qui cherchent un peu à lutter chacune à leur façon contre les injustices de ce système. Donc on a donc Dylan, qui est le personnage qu'on suit le plus, qui est celui qui narre la série, mais on a aussi des écarts à certains moments. On a un chapitre qui est dédié au personnage de Kira, donc Kira qui est la meilleure amie de Dylan, dont on va comprendre assez rapidement, alors c'est au début du 2e tome, donc ça doit être le chapitre 5 ou 6, c'est un espèce d'interlude qui se déroule où vraiment on est concentré sur Kira, et c'est un peu Kira qui nous raconte sa life, vie qui est absolument atroce. Enfin atroce. Vie qui est pas facile. Ouais voilà, qui est pas facile, on va dire ça pour faire un euphémisme. Donc on a Kira et on a l'inspectrice Lily Sharp, qui est donc celle qui va enquêter, qui va intervenir dans la 2e moitié de la série, qui va être celle qui va enquêter sur donc Dylan, sur les agissements de Dylan quand ils vont être révélés au grand jour. Et je trouve qu'à travers ces 3 personnages-là, Brubaker il interroge vraiment la manière dont le système broie des individus qui malgré tout ont envie de faire mieux, de proposer mieux, de trouver une alternative pour s'en sortir en fait. Donc on peut s'attarder sur Kira dans un premier temps. Alors moi Kira je l'adore, et pour moi elle est l'âme de la série en fait. On la voit finalement assez peu, elle est présente sans être présente en fait, c'est ça qui est un peu étrange avec elle. Kira donc c'est la meilleure amie de Dylan, elle sort avec Mason, le colocataire salopard de Dylan, qui ne se gêne pas pour montrer à Dylan qu'il sort et qu'il est trop amoureux de sa meilleure amie, bref, connard. Donc Kira qui va quand même peu à peu comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez Dylan, en tous les cas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez lui, qui va chercher à l'aider, alors même que sa vie est vraiment pas au beau fixe à ce moment-là. Elle a une mère qui est assez particulière, qui on découvre quand Kira était petite, elle assistait à des orgies que sa mère organisait chez elle, avec son premier mari, ou son deuxième, je sais plus, sa mère a été mariée à beaucoup de personnes, elle a une demi-sœur avec qui elle s'entend très peu, elle a vraiment des conflits familiaux assez exacerbés, et c'est pas un personnage qui a une vie facile, et malgré ça, je trouve qu'elle essaie d'aider Dylan à s'en sortir et à émerger à chaque fois. Le personnage est vraiment touchant, c'est pour ça que je te dis que c'est l'âme de la série pour moi. Ouais, moi après, j'ai pas relu la série ici dernièrement, donc c'est un peu plus lointain, mais ouais, j'avais un bon souvenir de Kira. Là, ici, j'ai relu la fin pour le podcast, parce que c'est quand même beaucoup Kira à la fin, qui va reprendre le flambeau. Et donc, ouais, non, moi, je me souvenais bien du côté où elle était là pour aider Dylan, et je pense qu'à un moment, ils se séparent quand même, non, je pense, dans la série, à un moment. Ouais, ils ont une relation on and off, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble, ils se séparent. Oui, c'est un peu la resserrachée. Ça arrive un peu beaucoup. Mais non, sinon Kira, ouais, c'est une chouette fille. Tu sens que c'est une fille forte, quoi, qui a vécu pas mal de trucs vraiment, vraiment chauds, et qui est plus dans la gamme que Dylan, quoi, tu vois, c'est pas... Moi je la trouve aussi paumée que lui, tu vois, mais d'une façon un peu différente. Et je la comprends pas toujours dans ses choix. Mais je trouve toujours qu'elle a une compassion envers Dylan, tu vois,
elle sait qu'il est cassé comme elle est cassée, et elle va toujours aller vers lui pour le réconforter, pour le remettre sur le droit chemin. Et c'est ça qui est très très beau avec ce personnage, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'elle est cassée, on comprend pas toujours ce qu'elle fait, mais en même temps, elle l'explique très bien dans son chapitre, qu'elle-même ne comprend pas toujours ce qu'elle fait. Elle a l'impression d'être deux à l'intérieur. Enfin, elle l'explique à un moment donné à Dylan quand elle lui dit que elle sort avec Mason parce que Mason, c'est un peu le choix de la raison. C'est vrai que ça a l'air d'être le mec posé, à fond dans ses études, stable, alors que Dylan, c'est le choix du cœur, c'est celui de la déraison, quelque part, qu'elle a toujours aimé, en fait, parce qu'ils partagent beaucoup de choses, en fait, parce que, comme tu le dis, Guinlange, ils sont cassés tous les deux, en fait. Ouais, je rends quand même hommage à Sharp, le lieutenant, parce que j'adore ce personnage. Franchement, elle est incroyable. Je trouve elle dégage un truc vraiment, et j'adore sa réflexion sur la léthargie finalement de l'administration. Tu vois. Elle parle de cette administration qui est même pas dans la mauvaise direction, mais juste qui ne fait rien, quoi, qui est léthargique. Et ça lui donne vraiment une texture, alors que c'est un personnage qui pourrait être très cliché, quoi, le flic qui a un but, qui va droit devant, qui fonce, qui est à fond dans son métier. Non, là il y a vraiment le fond sur la léthargie qui m'a vraiment parlé, tu vois. Ouais, moi, elle me fait penser au personnage de Morgan Freeman dans Seven. Oui, ça aussi, ouais. Enfin, plus jeune du coup, mais déjà désabusée en fait sur le système, parce que elle aussi, elle est brisée par le système en fait. Lorsque Dylan nous explique sa vie, on apprend qu'elle a été placée en foyer très tôt, qu'elle a connu donc toutes les failles et les couilles que le système peut avoir. Et ouais, moi, Sharp, je trouve, c'est vraiment pour moi le troisième personnage fondamental en fait du récit, quoi. Et elle a été broyée, mais elle essaie, en faisant partie du système, de régler les dysfonctionnements internes en fait. C'est peut-être elle finalement la plus noble en fait, et la plus sereine en fait dans sa tête, parce que elle sait très bien qu'elle bosse pour un système pourri, mais elle va malgré tout essayer de faire mieux avec les clés qu'on lui offre, quoi. Et fondamentalement, elle y arrive en fait, même si Dylan l'aide beaucoup. Déjà, à quel point c'est rageant de l'extérieur de voir ça, mais elle qui est de l'intérieur, c'est encore pire, quoi. Et c'est là qu'elle doit agir. Ouais, c'est ça, surtout qu'elle est confrontée en plus au sexisme de son administration et de ses pairs qui sont tous plus cons les uns que les autres. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Je trouve que Brubaker, de toute façon, pour écrire les personnages féminins, il est toujours très fort. Et je trouve qu'il arrive toujours à apporter de la texture et de la nuance parce qu'au finalement, on les voit pas beaucoup, Kira et Sharp, mais avec leurs quelques apparitions, on arrive toujours à avoir quelques éléments supplémentaires, en fait. C'est ça, en quelques pages, c'est d'une justesse folle, quoi. Et même au niveau de Phillips, quoi, au niveau du dessin, Sharp qui a tout le temps son œil gauche à moitié fermé, tu vois. C'est des petits détails, mais qui apportent une justesse au personnage qui est dingue. Et toi, Twip, Sharp, tu t'en souviens d'elle ou pas? Ouais, mais je feuillette en même temps le tome 4 ici devant moi, je la vois beaucoup dans ce tome. Ouais, elle est très présente. Ouais. C'est un peu genre d'enquêtrice comme dans Mr. Robot là. J'ai pas fini, je suis à la saison 4, je suis en train de la finir. Ah oui, tu vois la rousse là, ouais, Dom. Et donc ouais, elle m'a fait penser un peu à cette enquêtrice là, tu vois. Après, comme tu disais, au niveau personnage féminin, femme forte, je pense que le gars il maîtrise, mais vraiment niveau excellence, quoi. Donc c'est bien écrit, c'est juste, y a pas, tu sais trop rien dire, quoi. C'est nickel. Ouais, c'est nickel, puis c'est intéressant, je trouve, à chaque fois comment il les traite, quoi. Enfin, y a cette scène à la fin où elles sont toutes les deux au restaurant, donc après que Dylan soit mort, où en fait Sharp explique donc à Kira qui connaissait pas les actions en fait de Dylan, malgré qu'ils aient partagé un bon bout de vie ensemble. Elle savait pas du tout que Dylan faisait ça. Et je trouve que cette scène est d'une justesse. Enfin, je la trouve assez incroyable, à la fois sur les dessins puis à la fois sur les dialogues, parce qu'on sent que Kira en fait se prend un mur en pleine tête, mais qu'en même temps elle se dit ouais, mais en fait c'est pas déconnant vis-à-vis de qui était Dylan. Et Sharp à côté de ça, qui a presque l'air en fait aussi de comprendre ce que Dylan a fait, même si clairement il avait des troubles dans tous les sens, et que certainement ces troubles en fait ont exacerbé et l'ont aidé en fait à accomplir cette quête expéditive de justice. Il y a vraiment un truc très très touchant dans ce dialogue en fait. Même la fin, quand Dylan est avec Sharp et que Sharp tue un des mafieux et qu'elle est en état de choc et que c'est lui qui va l'aider à ce moment-là, c'est très beau, ce passage, je trouve.
Et puis il y a du coup, c'est Kira qui conclut la série. On a 3 ou 4 pages à la fin où donc on la suit elle, et c'est elle qui reprend le flambeau de la narration de la série. Donc on peut se dire que si jamais il y avait eu une suite, finalement ça se serait certainement déroulé avec elle, ou peut-être pas en tous les cas, puisque en effet on voit donc elle est en train de un peu d'avoir le même discours que Dylan, mais c'est un discours qu'elle tenait déjà. Enfin, elle a déjà ce sens aigu des injustices, puisqu'elle est suivie en plus de plein fouet étant une femme, comme on le voit dans la dernière séquence avec elle, où elle se prend des réflexions sexistes dans tous les sens, du harcèlement de rue, malheureusement beaucoup trop classique. Et donc il y a le démon qui apparaît en fait, enfin qui apparaît dans le miroir dans la dernière case comme un écho de Brubaker pour nous dire bah voilà, enfin le démon n'était qu'une métaphore du sens de la justice assez exacerbé de Dylan, mais d'autres personnes en fait le portent en eux, en elle, et il ne tient qu'à un petit déclic, un petit électrochoc en fait pour qu'il passe à l'action en fait. Exactement. Et ouais, j'aime bien cette dernière case, je la trouve très belle. Alors, je l'aime bien et je l'aime pas en même temps, parce que j'ai toujours des problèmes avec les fins ouvertes en fait. Parce que je trouve clairement qu'on est sur... Enfin, en fait, à la fois on est sur une fin ouverte puisqu'on se dit que ça va continuer avec elle, et à la fois c'est conclusif sur le démon. Puisqu'on comprend clairement quelle était l'identité du démon, que c'était juste une métaphore de plus qui en fait propulsait Dylan dans son délire, qui lui servait de justification. Et en même temps, je la trouve un peu en mode coup de coude de Brubaker, en mode hey, t'as vu, hey, copain, comprends ce que j'ai essayé de faire. Donc je l'aime et je l'aime pas en même temps. En même temps, moi je m'y attendais quoi. Cette image, elle m'a aucunement surpris quand j'y suis arrivé, tu vois. C'est peut-être même un peu facile, c'est vrai. Ouais, c'est ça en fait. Je trouve ça un peu trop fastoche quoi. Tu vois, là-dessus, tu disais Twip tout à l'heure que le coup de l'au-delà, là, tout ça, c'était un peu fastoche. Là, c'est vraiment cette fin où je trouve ça un peu facile. C'est vraiment la fin attendue quoi. J'aurais préféré juste Kira dans le miroir quoi. Ouais, la fin, c'est vraiment, il pose une question. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Ouais, voilà. Ici, elle dit parfois j'ai l'impression que personne ne fera jamais rien pour améliorer les choses, alors que quelqu'un devrait. Donc c'est juste, ouais, c'est ce que je disais, un prétexte, une excuse pour pouvoir lâcher les démons qu'on peut avoir en soi et rendre justice soi-même, quoi. Tu vois, l'explication du comic, c'est ça. Ouais, d'accord, ça parle beaucoup des troubles mentaux. De la vie au quotidien et de la dureté de la vie. C'est ça que je mettais dans mon article. Je prenais une punchline de VLD, donc Vald. La vie c'est dur, c'est pas demi-molle, tu vois. Donc à un moment, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, est-ce que les gens doivent passer à l'acte et devenir violents et tuer d'autres personnes pour essayer d'avoir un semblant de justice? C'est ça la vraie question, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est vrai qu'après pour Baker, il s'est pas d'apporter de réponse à ça en fait. Je pense qu'il y a... C'est peut-être là où le comic c'est un peu décevant à mon avis. Je disais en off pendant la préparation que c'était mieux foutu que Joker qui essaie de parler des troubles mentaux et du déchaînement de violence qu'on peut avoir à un moment donné quand la société à force que la société nous chie dessus, à un moment donné on réplique de manière violente. Mais en fait, c'est ça, le thème du vigilante sert vraiment que de prétexte. Mais après, c'est toujours un peu... ça peut être un peu dérangeant dans le sens où le thème du vigilante, c'est un thème qui est quand même très radical en fait dans son approche quoi. C'est ce que tu dis Twip, c'est est-ce que parce que le monde est injuste, on doit prendre les armes et faire justice nous-mêmes en fait. Mais je pense que la série c'est même pas d'apporter une réponse, il essaie juste de dire bah voilà, à un moment donné on prend tellement peu soin les uns des autres en fait que bah certains parmi ces uns et ces autres vont péter un câble en fait, vont péter une durite tout simplement parce on les a pas pris en compte quoi. Et sans faire de paraboles et de parallèles un peu débiles avec l'actualité, on le voit tous les jours finalement dans l'actualité, des gens déséquilibrés qui à un moment donné passent à l'acte, mais simplement parce qu'on n'a ni cherché à les comprendre, ni cherché en fait à les soigner quoi, ni à les aider tout bêtement, tout simplement. Je parle pas de terroristes islamistes qui se sont fait laver le cerveau, mais je parle tout simplement de gens un peu fragiles dans leur tête qui peuvent d'un moment à un autre juste péter un câble en fait, et simplement parce qu'on n'a pas su les prendre en considération à un moment donné quoi.
Ouais, c'est ça. C'est pas la réponse qui importe, mais plus encore le questionnement sur l'aliénation. Et on en revient toujours. Bon, tu parlais de Joker, moi je reviens plus à Taxi Driver, quoi. Ouais. C'est comme Ouais. Travis de Scorsese, et c'est toujours d'actualité 30 ans après, quoi. Ouais, clairement, ouais. C'est un peu dramatique d'ailleurs. Bon, après, c'est pas à dire voilà que ce qui se passe dans le monde est normal, c'est juste essayer de chercher finalement. C'est ça en fait. Mais c'est intéressant, c'est comme ce que fait souvent Brian Kevogan finalement dans ses récits. Il apporte généralement peu de réponses parce que bah, je pense que en fait c'est facile d'apporter des réponses et ça fait souvent très donneur de leçons. Je pense que c'est plus simple de questionner et d'interroger notre propre rapport, notre réalité et d'essayer du coup d'en percevoir les dysfonctionnements à chaque fois à ce niveau-là quoi. Là, c'est ça, Ouais. sur le nombre de pensées que a Dylan sur la société, il y en a forcément une à deux qui va toucher tout le monde, quoi, mais une différente. Et ça sert à nous rendre compte de ça de manière assez fascinante, quoi. Ça me fait penser à la chanson Suicide Social de Orelsan, qui en accumulant les clichés en fait d'un mec profondément déséquilibré sur la société qui du coup enfin le texte est profondément stupide en fait parce qu'il aligne les clichés en fait à vitesse grand V pendant 6 minutes quoi. Mais finalement ça traduit un mal-être dans une société et ça montre qu'il y a quelque chose en fait qui va pas correctement en fait et que ce qui est le plus dramatique là-dedans c'est que ceux qui sont en charge du système en fait n'en ont absolument rien à carrer quoi. Bah exactement, Orelsan le disait lui-même que c'est un texte cliché, un peu débile, tu vois. Mais même s'il est débile, ça dit des vérités qui sont très crues et exagérées, tu vois. Mais chacun va trouver quelque chose dedans. Ah bah oui, parce que t'en parles avec des gens qui le prennent au premier degré, ils vont trouver à chaque fois une punchline où ils se disent ah oui ok ouais ça je suis d'accord. Et même toi hein, d'ailleurs même quand tu le sais que c'est au second degré, des fois tu peux dire ah oui mais ça je l'ai déjà pensé. C'est Enfin, ça. même moi je me retrouve dedans quoi. Je me suis C'est dit ah oui ça ouais. c'est ça, on en revient Ouais, toujours, bien tu le disais, à la figure du vigilante qui est un peu grossière, mais tout de même révélatrice, tu vois. Ouais c'est ça, mais c'est comme dans Taxi Driver et enfin c'est ça. C'est finalement le vigilant est un révélateur de ce qui ne va pas dans la société. Et c'est toujours un thème très borderline hein, le vigilant. C'est une approche très fascisante parce que voilà c'est se dire j'ai le pouvoir de me faire justice moi-même en fait donc ça peut être très borderline dans l'éthique et dans la philosophie que ça défend mais justement je pense que Brubaker essaie pas de défendre alors peut-être que c'est facile du coup d'utiliser le thème des troubles mentaux pour essayer de justifier l'aliénation et l'expédition punitive que fait Dylan. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça interroge de manière assez crue et frontale. C'est vrai que c'est compliqué quand même de pencher clairement là-dessus, sur ce thème du vigilant. Moi, c'est toujours un thème à la fois qui me fascine et qui me dérange profondément, en fait. Bon, ça reste toujours plus subtil que le Joker de Phillips. Oui, j'ai beau l'avoir aimé à la sortie, je t'avoue qu'en y réfléchissant un peu au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, bon. En fait, le problème du Joker de Todd Phillips, c'est qu'il est absolument pas maîtrisé dans son discours, donc... clairement, et qui croit tout inventer alors qu'il a tout repris à la valse et à Taxi Driver. Ouais, c'est ça, il a tellement pompé Taxi Driver, enfin, il a sucé jusqu'à la moelle Taxi Driver, quoi. Ouais, clairement. Il faudrait que je le revoie, Taxi Driver, et surtout que je revoie le Joker aussi. C'est pas mal ça. Bah, le Joker est intéressant dans ce qu'il essaie de faire du personnage finalement, mais je trouve il se prend les pieds dans le tapis à plein de moments, notamment la séquence que tout le monde adore quand il est sur le plateau de Robert De Niro, que je trouve à la fois très juste et très conne, donc très 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 juste parce qu'elle montre le pouvoir d'influence négative des médias et en même temps très conne parce qu'elle est tellement mal réalisé, mal mise en scène, qu'en fait on ressent pas du tout le second degré qu'essaie d'instaurer le scénario quoi. Donc, bref, un dernier point sur lequel on peut revenir, on l'a un peu abordé à de nombreuses reprises, Sean Phillips, on a beaucoup parlé c'est vrai du scénario de Brubaker, mais Sean Phillips il faudrait pas oublier à quel point il nous fait je trouve une démonstration de talent avec les couleurs de Elizabeth Brett Weiser. Alors Elizabeth Brett Weiser qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais il faudra faire des recherches peut-être un peu plus poussées, ne travaille plus avec le duo parce qu'elle a des liens plus ou moins prononcés avec le Comics Gate, donc ce fameux collectif d'artistes d'extrême droite américain. Donc voilà, elle est un peu blacklistée. Donc voilà, Sean Phillips quand même qui nous fait, je trouve, une démonstration de talent à chaque fois. Je trouve que
En fait, je trouve qu'il a un aboutissement supplémentaire à chacune de ses collaborations avec Brubaker. Je trouve que le trait dans Kill or Be Kill est vraiment très fin, très ciselé. Il y a un travail sur les expressions des personnages qui est juste complètement dantesque. Enfin, les mimiques, Dylan qui a souvent cette moue un peu dépité, triste, désabusé sur le monde, avec Kira aussi qui a cet air un peu des fois innocent, naïf et parfois un peu plus en colère. Enfin, il y a toujours un taf qui est vraiment monstrueux. Enfin, tu le disais, Killange, Sharp qui fronce souvent les sourcils. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment c'est une grosse frappe à ce niveau-là. Les séquences d'action le peu qu'il y en a, elles sont absolument dingues, je trouve, en termes de gestion de l'espace. Mais enfin, c'est juste, Sean Phillips, c'est un des plus grands dessinateurs à mon avis qui existe et il le montre à chaque fois. Et surtout la symbiose totale entre les deux, quoi. Pour moi, c'est vraiment le meilleur duo sur le marché en ce moment. Ouais, encore en activité, ouais, je pense. Ouais, franchement. Et comme c'est du Vigilante, ça se passe beaucoup dans la rue. Il est beaucoup dans la rue, Dylan, et il a vraiment saisi New York, je trouve, avec des planches absolument folles. Toujours cette foule, et pourtant tu ressens que Dylan est seul au milieu d'une solitude absolue. C'est vraiment très très fort. Ouais, bah il y a souvent ces gaufreries avec des plans très resserrés finalement sur le visage de Dylan. Ouais, et puis aussi ce qui fait l'identité de la série, c'est ces pleines pages avec juste le texte sur le côté roman illustré. Et franchement, ces pages, elles sont toujours magnifiques. Ouais, moi de toute façon c'est le plus gros, enfin c'est le point fort vraiment de la série, c'est les dessins quoi. C'est vraiment vraiment chouette, un peu photoréaliste ainsi, les visages, les expressions, vraiment les petites cases et sur les expressions des visages. Il prend pas de facilité et c'est pas qu'il va reprendre plusieurs fois le même visage pour pouvoir le retaper dans d'autres cases. Chaque case, ils ont une expression différente. Chapeau parce que ça prend vraiment du temps et il y a pas mal qui prennent l'apport de la facilité en redessinant, en reprenant les mêmes cases, mais là pas du tout. L'ambiance glaciale avec la neige, carrément tarée, je trouve. En fait, t'as froid, t'es à New York et t'es en train de te cailler, quoi. Donc, non, franchement, à part le démon, bien sûr, bon, ça je l'ai dit, que ça c'est vraiment le truc le plus moche que j'ai jamais vu dans un comic. Je crois qu'il aurait été encore plus moche si ça avait été Romita Junior. Il aurait été un petit peu plus carré. Non, franchement, le photoréalisme un peu, je trouve, de tous les personnages est vraiment bien foutu. Pour moi, ça va pas lorgner sur Alex Maleev, parce que bon, je trouve que Maleev c'est quand même encore un cran au-dessus quand même. Mais c'est du très 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 bon dessin. Et puis quand tu vois les images de Dylan sur le toit avec à New York déguisé autrement que d'habitude, avec ses lunettes de soudeur et tout, je dis putain, ça aurait vraiment de la gueule, mais là ça fait encore plus super-héros, quoi. J'ai pas apprécié cette image, tu vois, ça m'a sorti du réalisme de la série. Ouais. Ah, mais j'aime bien ce délire que se tape Dylan avec un costume super sophistiqué qui fait un peu Spider-Man, tu vois, avec le masque de ski, puis les lunettes de soudeur. Ouais, j'aime bien cette scène. Ça, ouais, je sais pas, j'aime bien. Ça fait too much, mais en même temps. Le pied sur la corniche comme Batman. Ouais, c'est ça, avec les deux fusils à pompe. Ouais, en train de regarder la ville et tout, je me dis, oh, putain, pas mal, mais non, ça a pris du tout cette tournure. Et 2 pages plus tard, on a Dylan dans la neige, en train de se vider de son sang. Donc, ouais. Non, puis toutes ces gueules cassées, incroyables, quoi. Je veux dire, la tête de Dylan, il y a vraiment quelque chose, tu vois, de très juste. Il y a rien de glamourisé dans aucun personnage, même Kira, même Sharp, tu vois, c'est très réel. Ouais, c'est très réel. Et puis, enfin, c'est vrai que tu parles de gueule cassée, ça me fait penser aux nombreuses fois où on voit Dylan avec la tronche explosée, enfarinée en sang. Enfin, et il est vraiment très très fort, je trouve. Il a un sens du détail. En fait, c'est pareil quand on disait au début, dans les scènes d'action, il y a une explosion, un impact, paf, ça gicle et c'est très net, c'est très propre, presque clinique en fait, chirurgical, quoi. Et c'est compliqué de rendre les fusils à pompe, je trouve, dans les œuvres de fiction. Parce que c'est une arme vraiment très très violente, quoi. C'est une arme qui fait pas de comment dire, elle fait pas dans la subtilité.
C'est-à-dire que tu tires, t'es quasiment sûr, si t'es à bout portant, que le mec en face, il est mort. Peu importe où t'as tiré, il se prend tellement de puissance dans la gueule qu'il a la tronche explosée, le bide explosé, enfin, il y a forcément un membre qui est parti. Et je trouve qu'il arrive super bien à le rendre. Enfin, Dylan vise souvent les têtes. Et enfin, je me souviens de la scène où il est dans les chiottes, là, dans le restaurant, où il va se faire choper par les flics juste après. Ouais. Et où du coup, il sort des chiottes et il explose la tête du mec. Enfin, t'as cette trace de sang juste que tu vois comme ça, qui gicle donc contre le miroir qui va être en face. Et enfin, vraiment, il y a un travail de sophistication. Pareil, quand on revoit cette scène très souvent dans le comics, quand il est dans l'attaque du bordel russe, et qui frappe le mec avec la crosse du fusil. Enfin, c'est pareil, quoi. On voit pas tellement la violence. Elle est forte, mais elle est fortement suggérée. Et il a avec des contre-plongées tout le temps. On sent vraiment la puissance que Dylan a avec cette arme, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis le petit détail, c'est les peintures du père aussi, magnifique, même scotché à chaque fois. Ouais, les peintures du père, je sais pas s'ils ont fait appel à un assistant ou quoi que ce soit, ou si c'est Sean Phillips qui s'en est occupé. Mais je trouve qu'elles ont un rendu vraiment fou. Enfin, moi, ça me fait penser aux couvertures de Métal Hurlant que j'aime beaucoup. Je trouve que même si le démon est moche, ça a quand même. Enfin, en fait, il est très simple dans son approche. C'est juste une tache noire avec des cornes et des yeux, mais je trouve qu'elle t'imprime vraiment la rétine, quoi. Ouais, moi ça a fonctionné sûrement. Ouais, mais moi aussi. Enfin, moi, je m'attendais pas à un design de ouf, donc je m'en battais un peu les couilles de ce côté-là. Ok, et bah écoutez, si vous n'avez plus rien à dire, on va pouvoir passer à la conclusion. Alors finalement, Twip, ça va, t'as pas tant grinché que ça en fait. Non, mais je te dis, ça s'est amélioré. Moi, j'ai commencé ça et après, bon, voilà, j'ai rattrapé mon retard assez rapidement parce que j'ai trouvé quand même du positif, tu vois, dans le truc. Maintenant, pour moi, c'est pas du tout un indispensable du comics. Ouais, fondamentalement, en fait, j'ai plus l'impression que c'est une série qui t'a pas forcément touché parce que tu y vois trop de facilité, de classicisme en fait, plus qu'autre chose en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé la violence dans son ensemble. La narration, elle est super. Certains persos, comme on a dit, surtout Kira, qui vaut le déplacement, mais une fois que t'accroches pas à Dylan, bon après t'apprends de toute façon quand même que le héros il ne reste pas et qu'il meurt. L'histoire de l'au-delà là qui m'a carrément fait plonger, et puis la fin qui te fait une petite morale un peu pour te dire que voilà, c'est tes démons intérieurs, à un moment il faut les laisser sortir. Ouais, c'est pas fou. Maintenant, voilà, le trio en lui-même est vraiment magique. Moi, j'ai plein de séries de retard, donc j'ai pas lu Fatal, j'ai pas lu Criminal. C'est des trucs qui m'intéressaient. Fatal, je te dis, j'avais lu le premier en VO. Ça partait un peu sur de la sorcellerie et c'est pas trop non plus mon délire. Donc, j'ai pas enchaîné en français. Criminal, maintenant, peut-être que je le ferai, hein, je sais pas. Velvet, en tout cas, moi j'ai adoré. C'est une super série d'espionnage. Voilà, j'ai été au bout pour le faire. Maintenant, pour moi, en indé, il y a d'autres trucs. En polar, je pense qu'il y a d'autres trucs. Pour moi, c'est pas un indispensable du comics. Merci pour ton avis. Guy Lange, à toi. Alors, pour moi, un indispensable, c'est un récit qui va survivre à la relecture. Et en ce sens-là, c'est la 3e fois que je lis Kill or Be Killed. Et j'y vois toujours des motifs différents, je vois toujours des réflexions sur la forme ou sur le fond. En plus, pour moi, ça survit formidablement à la relecture et je trouve que c'est un récit qui est juste incroyable, d'une densité et d'une ampleur folle. Alors, je suis pas forcément objectif puisque les romans noirs, c'est un de mes trucs préférés, Criminal, Red Bullets, Stray Bullets. Mais je sais pas si vous connaissez le podcast C'est plus que de la SF. Non. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un podcast sur la SF qui dit quand un récit va presque au-delà, c'est plus que de la SF. Mais pour moi, c'est plus que du comics, quoi. C'est vraiment un récit, c'est un indispensable dans la littérature noire, vraiment. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, je suis pareil que toi. Je suis un gros fan de littérature noire. Enfin voilà, des mecs moi en roman comme James Ellroy, comme Manchette, enfin comme Doa, si vous les connaissez pas et que vous adorez Brubaker,
Enfin, lisez Elroy, lisez Ouais, Manchette. Elroy, Pinchon, tout ça, c'est à lire, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est. Elroy, j'en ai à côté de moi, mais c'est madame qui lit ça. Eh ben, J'ai madame jamais a bon lu, goût. moi. Ouais. Papillon de nuit, Hmm. Seul Il y a le le Dahlia noir. silence, Vendetta. C'est quoi le dernier ici? Putain, un livre. Les Anonymes. Putain, elle en a lu quand même du Elroy, là. Bah non, mais Elroy, de toute façon, il a un rythme de production qui est juste, enfin, qui est complètement fou. Donc, enfin voilà, Elroy, il a été beaucoup adapté au cinéma. Enfin, il y en a plein des films qui sont adaptés de ses romans. Enfin, les Confidential, le Dahlia noir, pour le pire et pour le meilleur, ça a été beaucoup adapté au cinéma. Et Assez mal clairement, adapté, oui. quand même. Mais... Oui. Bah, les Confidential, je l'aime bien, mais le reste Ah, de ce moi qui a aussi, été j'aime adapté bien. de lui, c'est pas foufou, ouais. Mais C'est dur en même temps. je conclurai quand même sur, pour moi, c'est le meilleur du duo. Mais après, j'ai pas encore lu Fatal, donc on se retrouvera peut-être pour Fatal. Ouais, c'est difficile en fait. Enfin, tu vois, en reparlant là, même si je trouve que c'est un indispensable parce que je trouve qu'il est très intéressant dans ce qu'il fait du vigilante, dans ce qu'il essaie de raconter sur les maladies mentales et dans ce qu'il essaie de raconter finalement sur les injustices du système et comment chacun à sa propre façon peut chercher à y lutter. Alors c'est vrai que moi à la fin j'y vois pas une forme de morale, j'y vois plus un fatalisme en fait. C'est ce que disait Guy Lange, c'est enfin, Brubaker dans la grande tradition du polar noir, j'ai envie de dire, il est fataliste. C'est-à-dire que le système est pourri de l'intérieur et forcément on va dans le mur. C'est la direction qu'incarnent quasiment tous les récits noirs et il est là-dedans. Et je trouve quand même qu'il apporte des choses en plus. Pour moi, un indispensable, tu vois, c'est un récit qui à la fois survit à la relecture, mais qui aussi essaie d'apporter une plus-value, quelque chose dans le style dans lequel il est. Là, je trouve que c'est intéressant ce qu'il essaie de faire avec tout ce qu'on a dit. C'est pas mon préféré du duo. Criminal, c'est pas non plus, tu vois, enfin, je le place au-dessus de Criminal parce que Criminal a ce format un peu spécial d'anthologie où il y a des très bonnes mini-séries et d'autres qui sont un peu moins cool parce que bah, ça fonctionne aussi beaucoup sur l'attachement au personnage. Donc, bah, un peu comme Twip là avec Killer Be Kill, moi, il y a certaines mini où je m'attache pas du tout au perso et j'ai juste envie de les frapper. Donc, je comprends tout le sous-texte, mais j'arrive pas à m'attacher au perso. Donc, du coup, ça me freine complètement. Là, c'est vrai que Killer Be Killed, je m'attache à fond au personnage. Fatal reste pour moi clairement supérieur parce que en fait pour tout le travail qu'il essaie de refaire sur la femme fatale en fait tout simplement c'est le mix des influences, ça parle de sorcellerie, ça croise le mythe Lovecraftien avec la femme fatale et le polar noir, le taf est à mon avis complètement dingo, mais ouais, Killer Be Kill, ça c'est un indispensable si on cherche vraiment un récit noir de très bonne facture. Du coup, c'est peut-être un peu gros, enfin, c'est peut-être un peu trop de dire que c'est un indispensable, mais pour moi, Brubaker et Phillips, enfin, ils ont une telle fusion, de toute façon, artistique tous les deux. Enfin, tu le disais, Guy Lange, le scénario et le dessin sont tellement en symbiose totale. Enfin, pour moi, c'est ça qui est important aussi dans le comics, quoi. C'est-à-dire quand il y a une symbiose intégrale, comme on peut l'avoir dans les Hawkeye ou dans le Green Arrow de Lemire et Sorrentino, c'est vraiment des trucs qui sont importants pour moi et c'est là où on reconnaît les grands, à mon avis. Donc oui, on peut trouver des choses à reprocher, mais de toute façon, je pense qu'aucun récit n'est parfait. Donc voilà, enfin, Killer Be Kill, c'est vrai qu'on a des avis finalement assez partagés, mais on se rejoint sur quand même quelques trucs. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant à mon avis. Voilà, deux indispensables contre un beaucoup plus mesuré qui ne le classe pas en indispensable. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Twip, c'est quoi l'actualité de ta chaîne? Quelle est, à ton avis, quelle est la prochaine vidéo que tu vas sortir? Ben justement, pour l'instant, c'est un peu à l'arrêt. J'ai fait une petite vidéo Insta suite à des pépins perso pour l'instant. Je suis pas trop à lire, donc je suis un peu au ralenti pour l'instant. Qu'est-ce que j'avais comme idée? On en a parlé sur le site. C'était si je faisais une vidéo, je faisais une vidéo sur Decorum. Je n'ai pas encore lu. Et j'avais envie de faire une vidéo aussi, Twip, je lis quoi sur Deadpool. Parce que c'est un peu dans l'actualité avec l'anniversaire de Deadpool, mais je l'ai pas, j'y ai pensé très fort, mais j'ai pas encore pris le temps et je suis pas trop à ça pour pouvoir la faire. Mais j'ai dans l'idée de la faire et de proposer, comme je fais à chaque fois, 3 titres sur un personnage et là sur Deadpool, mais pas 3 titres convenus, 3 titres un peu plus particuliers, quoi.
Ok, Voilà. bah écoute, on te souhaite quand même de pouvoir te remettre rapidement au travail. Bon courage avec tes soucis perso. Merci. Guinlange, toi, on te retrouve pour les reviews sur le site. Ça va être. Est-ce que tu as une prochaine review à nous teaser? Ben ouais, je viens de terminer Beast Boy Teen Titan, donc ça sera elle. Dans quelques jours, je pense. Ok, Teen Titans Beast Boy qui est sorti chez Urban Link. C'est ça, C'est ouais, ça. vraiment très très bien. Suite spirituelle de Raven, toujours chez Urban Link, avec Piccolo au dessin, charmant, comme d'habitude. Très très bonne lecture, très 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 cool surtout. Et là, on est sur un truc ces temps. beaucoup moins fataliste, vous inquiétez pas, ça va être un peu plus jovial. Ouais, c'est un peu plus à la cool. Ouais, mais ça fait du bien, il en faut, surtout en ce moment. Ça fait du bien. C'est clair. Eh bien écoutez, merci messieurs, merci à vous aussi de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à nos flux, on est présent sur à peu près toutes les plateformes de podcast qui existent. Il suffit juste que vous tapiez podcast lescomics.fr sur votre moteur de recherche préféré et on devrait tomber assez rapidement et vous pourrez vous abonner. On a aussi une chaîne YouTube où sont dispo nos podcasts. On fait des conseils lecture, on reparle des indispensables du comics. Il y a aussi l'émission Le Top des Comics avec le trio légendaire SN Parod, Spicy Cactus et Prime Sinister. Un top des comics où deux personnes n'ont absolument rien vu et c'est finalement le classement de SN Parod. C'est très drôle à écouter, je vous le conseille. Et voilà, on est lescomics.fr, on fait de la review, on partage les vidéos de nos vidéastes comme MC Twip et on fait du podcast. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. Peace.